Le niveau 495 est une berge recouverte de sable gris. Il n'y a pas de vent ni de temps, donc les grains sont immobiles, seulement déplacés par le voyageur occasionnel qui les traverse. Toutes les entrailles faites par les empreintes de pas sont rapidement comblées, ne laissant aucune preuve que quelqu'un ait dérangé le rivage. D'un côté se trouve une rivière, son eau fraîche et profonde. Sa largeur s'étend plus loin que l'œil ne peut le voir. Aucun de ceux qui ont tenté de le traverser par eux-mêmes n'est parvenu de l'autre côté. Le ciel est sombre mais sans nuages, une obscurité qui devient de plus en plus proéminente à mesure que vous vous éloignez du rivage de la rivière jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir du tout. Aucune lumière n'y fonctionne. L'obscurité enveloppe tout. Sur le bord de la rivière se trouve un passeur. Ils déplacent leur petit bateau, non pas avec des pagaies, mais avec un long bâton qu'ils enfoncent dans le fond de la rivière. À une extrémité de leur bâton se trouve une lanterne. Sa faible lueur jaune traverse l'obscurité, et c'est le seul semblant de couleur que l'on puisse trouver dans ce niveau. On ne sait pas grand chose sur le passeur, car il ne semble pas être très bavard. Ils apparaissent généralement comme un vieil homme avec un manteau noir en lambeaux, et une longue barbe négligée. Noir, à l'exception de quelques taches éparpillées partout. Cependant, ils sont également apparus comme un jeune garçon avec un t-shirt blanc et un short cargo, ou une adolescente avec une robe d'été à fleurs. Leurs yeux sont toujours gris et semblent presque ne rien voir, semblant toujours regarder au-delà de ce qui est devant eux. Au loin, les ténèbres. De temps en temps, ils laisseront quelqu'un traverser pour cela. Ils exigent un paiement. N'importe quelle pièce fera l'affaire, peu importe sa valeur ou même le type de pièce dont il s'agit. On a vu le passeur accepter des sous et même des jetons en plastique. Le ferry semble être le seul moyen de vraiment traverser la rivière. Mais le bateau du passeur revient toujours vide. Et ils n'ont jamais dit à personne ce qu'il y avait de l'autre côté. Souvent, les personnages sortent de l'obscurité. Ils ont l'air presque humains, à l'exception de leur couleur terne et de leur translucidité légèrement visible. Ces personnages ne semblent pas remarquer les voyageurs. Et si vous essayez d'interagir physiquement avec eux, ils vous traverseront. Lorsqu'ils atteignent la berge, ils sortent généralement une pièce de monnaie, parfois d'une poche, d'un sac à main ou même de sous leur langue. À ce stade, le passeur les fait traverser. Cependant, tous ne produisent pas une pièce de monnaie et ceux qui n'y arrivent pas marchent simplement le long de la rivière jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être vus. De temps en temps, dans la partie sombre du niveau à l'opposé de la rivière, vous pouvez rencontrer une porte. Ces portes varient en termes de fabrication et de conception et semblent toujours vides, jusqu'à ce que vous les franchissiez. Des portes connues mènent au niveau 372, au niveau 97, au niveau 28 et au niveau 899. Certains pensent qu'il existe une autre sortie de l'autre côté de la rivière, mais personne ne le sait avec certitude. Je les vois sortir de l'ombre, pas que sur le dos. Ils marchent, mais leur voyage est presque terminé. Je vois une mère tenant un bébé contre son sein. Un spectacle rare. Les voyageurs marchent généralement seuls. Elle n'a qu'une seule pièce, alors elle fait une pause et donne ensuite le bébé et la pièce au passeur. Elle est venue si loin, mais il y a des choses plus importantes qu'elle. Le passeur s'en va, et elle recommence à marcher. Cette fois le long de la berge, à contre-courant du fleuve. Elle a marché jusqu'ici, quelles sont les étapes supplémentaires? Qu'est-ce qu'une éternité d'étapes? Au moins son bébé l'a fait. Pour cela, ça vaut le coup de ne plus jamais revoir la lumière. Pour cela, ça vaut le coup de continuer à marcher. Cette fois dans aucune direction. Cette fois juste parce que c'est tout ce qu'elle peut faire. L'homme ne se lèvera plus jamais, mais ça va. Pendant un instant, elle a apporté quelque chose dans ce monde, et il les éliminera tous les deux quelques minutes plus tard. Sa vie et sa mort plus courtes que son éternité, et il marche. Le niveau 36 est le 37e niveau des backrooms. Il apparaît comme un terminal d'aéroport vide. Chaque porte a un avion et compte de nombreuses entreprises réelles. Comme le niveau 36 peut sembler vide, il y a des entreprises de nourriture typiques disposées dans des boîtes en polystyrène. Il est extrêmement recommandé de ne pas manger de la nourriture, car cela peut entraîner un empoisonnement et la mort dans les 30 minutes qui suivent. Dans les entreprises, il y a des distributeurs automatiques qui ne peuvent produire que de l'eau d'amande. Cela peut être potable. Contrairement aux autres niveaux, c'est le moment idéal pour faire le plein d'eau d'amande pour vous aventurer au niveau 703. Si vous recherchez votre emplacement sur un smartphone, il vous dira mystérieusement que vous êtes à Houston, au Texas. Concernant la sortie de l'aéroport, il est fortement déconseillé de passer par les portes de sortie, car elles peuvent conduire à des endroits pires que les backrooms. Si vous voyez une autre personne dans ce niveau, il peut s'agir d'un autre voyageur. Parlez-leur comme s'ils étaient amicaux. En ce qui concerne également les portes, elles ont toutes des avions de ligne réels. Passer par les portes mènera à d'autres niveaux dans les backrooms. À une porte aux frontières, une entité aléatoire peut sortir de la porte et venir vous chercher. La seule façon de l'éviter est de vous enfuir ou de la combattre.
Le sous-sol de l'aéroport est une zone nouvellement découverte du niveau 36. Il apparaît comme une zone fermée sans fin. Cela continue à l'infini. Cette zone a été explorée le 29 février 2020 par U Gaben Osu, après être tombé dans la zone principale. Il y a aussi un tram au périmètre du mur. Si vous entrez dans un escalier, cela durera une éternité. Ceci pourrait être des portails vers le niveau 54. Si vous voyez un ascenseur, vous pouvez y aller. Il y a 3,55% de chances que ce soit l'entité 81. Ces ascenseurs vous mènera à d'autres niveaux connus des backrooms. Une autre solution consiste à emprunter là des tramways. Si vous prenez un tram en direction du terminal A, vous verrez un escalier et remontez dans la zone principale du niveau 36. Si vous prenez un tram en direction du terminal E, cela peut conduire au niveau 703. La sortie à ce niveau se fait en passant par les portes. Les portes américaines peuvent aller au niveau 4. Les portes Delta peuvent aller au niveau 0. Les portes sud-ouest sont rares, bien qu'elles puissent vous mener au niveau 42. Les portes spirituelles mèneront au niveau 34. Les portes unies mèneront à la mort. Il n'est pas recommandé d'entrer dans des portes non spécifiquement marquées, mais elles peuvent conduire à des niveaux non découverts dans les backrooms. Une autre façon de sortir est d'attendre environ 2 à 3 semaines à ce niveau. Vous pouvez survivre sans nourriture. Et puis à ce moment-là, une annonce pour le vol 855 sera annoncée sur l'interphone avec une voix inconnue. Traversez le côté piste, puis lorsque vous atteignez la porte, vous entrerez au niveau 36.1. Vous pouvez également entrer dans le sous-sol de l'aéroport et emprunter un escalier ou un ascenseur pour quitter ce niveau. Le niveau 64 est le 65e niveau des backrooms. Le niveau 64 semble être une maison infinie avec des luminaires dysfonctionnels. Le niveau 64 est une zone de maison infinie avec de nombreuses pièces, couloirs et escaliers. Le niveau en lui-même est jonché de décors de maison, plus que ce que vous trouverez dans un ménage moyen de tous les jours. L'obscurité du niveau 64 absorbe la lumière et les sources lumineuses sont dysfonctionnelles. Une méthode de travail est en cours de construction par le MEG. À ce moment-là, la structure de la maison semble changer lorsqu'aucun être sensible ne regarde, ce qui peut amener le voyageur à ressortir de l'anxiété et ou de la paranoïa. Le niveau 64 peut également amener les voyageurs à ressentir des symptômes similaires à la nyctophobie, pendant le temps que l'on peut passer dans l'obscurité. Le mobilier du niveau 64 est très moyen par rapport à ce que vous pouvez trouver dans les front rooms. Cependant, une quantité importante de moisissures et de poussière peuvent y être trouvées sur différentes surfaces. La plupart du niveau contient une grande quantité d'objets, au point que certains objets sont placés de manière impossible. Il existe de nombreuses sources lumineuses réparties sur le niveau, mais ne peuvent pas être activées. Et si jamais elles peuvent quand même l'être, tous les livres et documents écrits trouvés seront sans encre. De nombreuses pièces et salles trouvées dans le niveau 64 peuvent être radicalement différentes de la normale, comme une pièce pleine d'horloges qui tournent à l'unisson, avec une horloge grand-père au centre sur une pile d'autres horloges. Des salles à l'envers, des salles noires de vide et bien d'autres bizarreries. Une seule entité semble apparaître au niveau 64, et elle est connue sous le nom de Lurkers. Les Lurkers sont des entités humanoïdes qui ont un corps semblable à un ver. La hauteur de l'entité est estimée à normalement 6 pieds de haut. Peu de rapports ont mentionné qu'un Lurker mesure 20 pieds de haut. Les Lurkers sont capables de grimper sur n'importe quelle surface avec la grande quantité de jambes de l'entité, soit 5 de chaque côté. Ces entités sont hostiles et attaqueront à vue. Se déplacer rapidement et à un endroit où est-ce qu'ils auront du mal à vous voir est le meilleur moyen de s'échapper aux Lurkers, car ils sont incapables d'entendre. Les Lurkers sont sensibles à la lumière et c'est probablement la raison de son absence dans la majeure partie du niveau 64. Par des moyens inconnus, le niveau 64 se transformera en intérieur de maison normale qui est finie, et de nombreuses entrées et sorties peuvent y être trouvées dans cet état. Toutes les sources de lumière seront activées et aucune entité n'apparaîtra pendant cette étape. On ne sait pas comment ni pourquoi cela se produit, car cela semble se produire de manière aléatoire lorsque vous traversez trop loin dans le niveau 64. Il est suggéré de sortir par l'un des nombreux points d'accès au cours de cette étape. Le document suivant a été trouvé le 7 janvier 2020 dans une base de l'insurrection récemment découverte. Cette base semblait abandonnée depuis longtemps, ce qui est généralement indiqué dans la date du document qui a été dirigé le 28 août 1962. Ce document spécifique semble être l'une des nombreuses pages d'un calendrier de routine. En cas de violation de la sécurité, tout le personnel doit se retirer immédiatement de la sortie layer-0112. Si tout le reste échoue, de nombreux événements peuvent se produire
au sein de la couche 0024 et provoquer une panique ou une destruction massive. Il est essentiel que tout le personnel reste en bon état pour une utilisation ultérieure. Ce sont les événements suivants qui peuvent se produire dans la couche 0024. Attaque de créatures hostiles. En cas d'attaque via des créatures hostiles, tous les gardes stationnés attaqueront par la force. Toutes les instances de créatures 00581 seront immédiatement éradiquées. Dans le cas où des créatures hostiles violeraient le projet, toutes les preuves et découvertes doivent être évacuées immédiatement pour assurer la sécurité de notre travail. Raid de groupe hostile. Dans le cas où un groupe hostile envahirait notre espace de travail, tous les soldats doivent attaquer par la force. Tous les scientifiques doivent se retirer immédiatement vers la couche 0112, la plus proche. Tous les objets de valeur laissés par des envahisseurs hostiles peuvent être utilisés contre les envahisseurs, au combat ou à d'autres fins pour nos projets. Si le projet a été compromis et a été repris par l'ennemi, nous devons abandonner le projet ou déplacer le projet immédiatement. Événement catastrophe inconnu, mise à jour le 28 août 1962. Ceci est placé ici en cas d'événements inconnus qui peuvent se produire dans notre espace de travail. L'exemple de journal suivant a été placé ici comme avertissement pour une utilisation ultérieure de ce projet. Journal des événements 0024-02. Le 1962, un soldat dont le nom sera anonyme avait rencontré une étrange silhouette faite d'horloge dans le projet 0014, dans le secteur 0004. L'homme a ensuite répété la phrase « Je dois être libre » avec une sensation de tic-tac se répétant dans l'esprit du soldat. Le soldat était debout pendant quelques minutes qui avaient semblé être des heures. Un autre soldat avait tenté avec 2 scientifiques prêts à mener des tests qui ont fait disparaître l'homme et libérer le soldat qui était encore congelé. Les bruits de tic-tac ont par la suite duré dans leur tête pendant 42 heures. Ce soldat a été vu avoir des explosions violentes aléatoires après l'événement. Ils sont maintenant détenus dans le projet 0014 B médical du secteur 0002 pour un traitement approprié. Dans le cas d'une brèche de sécurité par cette créature, nous devons être prêts à tout. Si du personnel est perdu après une expédition ou une faille de sécurité, nous avons de nombreuses méthodes pour revenir en toute sécurité. Les coordonnées de la base ont été données à tout le personnel chargé de travailler sur ce projet. Pour plus d'informations, veuillez passer à la page suivante. Pour résumer, ce document explique de nombreux scénarios différents qui peuvent avoir provoqué l'abandon de la base. La toute dernière cause devrait y ressortir car un bruit de tic-tac peut être entendu dans la zone de base de l'insurrection. Le journal des événements mentionne un homme fait d'horloge qui peut avoir un lien avec les salles remplies d'horloges dispersées autour du niveau 64. Tous les membres du MEG doivent procéder avec prudence dans ce domaine. Pour sortir de ce niveau, vous devez survivre jusqu'à ce que la phase de sécurité soit active pour que la plupart des sorties fonctionnent, puis trouver une porte vitrée qui mènera à une cour d'une maison au niveau 9. Marcher devant la porte d'entrée peut vous mener à la maison. Une sortie peut être trouvée tôt en trouvant une pièce éclairée pleine de lumière qui vous mènera au niveau 0. Nos clips à travers les peintures peuvent vous mener au niveau 57. Un trou peut être trouvé dans les murs ou le plafond qui mènera au niveau 8. Le niveau 458 est le 459e niveau des backrooms. Il prend l'apparence d'une pizzeria non oxygène. Le niveau 458 est une pizzeria dont la taille semble infinie. À première vue, cela ressemble à une pizzeria normale avec des pizzas fraîches exposées. Cependant, l'écriture sur les murs et les menus est incompréhensible, avec des chaînes aléatoires de lettres, de chiffres et de symboles provenant de différents systèmes d'écriture. Ceux-ci sont affichés à côté d'images de pizzas et d'aliments similaires, tels que des tartes aux parts lourdes, des strombolis et des baguettes à pizza. La typographie de l'écriture varie fortement. Certaines apparaissent dactylographiées, tandis que d'autres semblent manuscrites. D'autres instances de texte et d'images semblent avoir été créées en combinant différentes images ensemble. Dans chaque pièce, il y a au moins 4 caméras de sécurité qui observent tous les voyageurs qui rentrent dans ce niveau. Dans certaines zones, les murs, le plafond et le sol sont visiblement fissurés et dégoulinent d'un liquide jaunâtre épais rappelant la graisse. Le fluide lui-même varie en température de moins 31 degrés à plus de 288 degrés. Mais la plupart du temps, elle est de 37 degrés. Des échantillons prélevés sur ce fluide révèlent qu'il y a une forte teneur en carbone. Le liquide contient également des composants chimiques complètement étrangers à la chimie des front rooms. Les pièces sont séparées par de longs couloirs qui bouclent sur eux-mêmes et amenés à des impasses. Plus on s'enfonce dans le niveau, plus de fissures apparaîtront. Passé un certain point, les logos disparaissent et les menus deviennent vides.
Les styles architecturaux varient d'une pièce à l'autre, bien que les types les plus courants soient le brutalisme et l'art déco. De nombreuses zones du niveau sont séparées par des portes. Ces portes vont des portes en bois standard aux portes tournantes en verre. Les portes de ce dernier type ne fonctionnent pas toujours correctement, refusant de bouger à moins d'être poussées. Il existe 4 principaux types de pièces au niveau 458, à savoir les salles à manger, les cuisines, les toilettes et les placards. Les salles à manger sont le type de pièce le plus courante dans le niveau, et se compose généralement de grands espaces avec des plafonds à hauteur de la tête. Des tables et des chaises sont disposées dans cette pièce. Des œuvres d'art et des photos de célébrités, de personnages historiques et d'autres personnes qui sont censées être venues au niveau 458 sont accrochées au mur des salles à manger. Les œuvres d'art vont de simples dessins au crayon d'enfants cloués au mur à des fresques élaborées qui bordent toute la longueur d'un couloir. Des photos de personnes vont d'eux posant avec une pizza, mangeant simplement une table ignorant le photographe, posant avec un monticule ou étant assimilé avec une amisa. Ces images ont tendance à changer pour représenter quelque chose de différent lorsque personne ne les regarde directement. Parfois, ces images représentent les derniers instants d'un voyageur récemment décédé dans le niveau. Ces photos spécifiques causent souvent aux voyageurs une détresse mentale importante. Les cuisines sont identiques à celles vues dans les salons, bien que ces zones soient plus sûres car les pizzas vivantes sont rarement trouvées ici. Les monticules feront parfois des tanières dans ces pièces. Un moyen simple de savoir si une cuisine est une tanière de monticule est de savoir comment ça sent. Si la cuisine sent le fromage fondu, quittez immédiatement cette zone. En termes d'architecture, les cuisines ressemblent pour la plupart à des styles brutalistes, ce qui donne aux pièces une forme cubique et une décoration très clairsemée. Alors que certaines cuisines sont entièrement équipées de casseroles, poêles, etc., d'autres sont complètement dépourvues d'ustensiles de cuisine, parce que certaines cuisines sont entièrement approvisionnées. Elles peuvent être une bonne source d'armes ou d'équipements culinaires en général. Si un ustensile de cuisine est sorti du niveau 458, un double exact réapparaîtra à sa place 2 jours plus tard. À l'occasion, les ustensiles de cuisine dans les cuisines peuvent être rendus inutilisables d'une manière ou d'une autre. Par exemple, des ustensiles de cuisine fermement encastrés dans les murs ou le sol, et des casseroles fusionnées ou partiellement clipsées dans les plaques de cuisson et les comptoirs. Les pots qui ont fusionné avec la surface sur laquelle ils ont été trouvés ne peuvent pas être retirés par des moyens ordinaires, et toutes les tentatives pour retirer un tel pot ont échoué. Les pots partiellement coupés ou autres fournitures peuvent être retirés en toute sécurité des murs dans lesquels ils ont été trouvés sans risquer de nous clipper. Les toilettes sont des toilettes publiques qui sont généralement des designs très élaborés et ostentatoires. Cependant, des toilettes plus basiques avec des stalles et des graffitis ont été trouvés. Les toilettes de ce niveau ont une apparence très variée et les voyageurs ne rencontrent généralement jamais 2 fois les mêmes toilettes. Les toilettes sont généralement très petites avec une cabine de toilette, un lavabo, un distributeur de savon et un sécheur d'air. Cependant, des toilettes plus grandes ont été trouvées. Les plus grandes toilettes du niveau 458 accueillent des milliers de cabines individuelles. Les toilettes n'ont généralement pas de miroir, mais les toilettes avec miroir servent de sortie du niveau. Les reflets dans le miroir semblent en retard sur les mouvements des voyageurs. Plus précisément, les réflexions sont en retard d'une demi-seconde. Les toilettes fonctionnent rarement correctement, la plupart d'entre elles étant bouchées, privées d'eau ou refusant de tirer la chasse. Les toilettes bouchées sont généralement bouchées par de grosses boules de pâte. Les éviers sont également inefficaces, la plupart des éviers ne fournissant pas d'eau du tout ou distribuant de la graisse au lieu de l'eau. Les placards sont de grandes racines qui sont généralement éclairées par des lumières scintillantes au plafond qui s'allument automatiquement lorsque la porte de la pièce est ouverte. Les placards ont également des étagères le long des murs remplis de produits de nettoyage et d'outils d'entretien. Alors que les bouteilles de produits chimiques trouvées dans les placards contiennent généralement des agents de nettoyant réguliers, tels que de l'eau de javel ou le nettoyant pour toilettes, certaines de ces bouteilles contiennent de l'eau d'amande, du jus de mémoire, de l'eau de noix de cajou, du silence liquide ou tout autre type de liquide. Il n'y a aucun moyen de savoir quel liquide la bouteille contient jusqu'à ce que la bouteille soit ouverte. Les placards complètement éteints étouffent tout objet produisant de la lumière à l'intérieur par des moyens inconnus. Tout objet produisant de la lumière tel qu'une lampe de poche ou une bougie se brisant ou s'éteignant au moment où le porteur entre dans le placard. Pizza vivante. Ces entités ressemblent fortement à une pizza typique trouvée dans les salons, avec quelques différences clés. Ils apparaissent toujours comme une pizza fraîche et chauffée, émettant de petites quantités de vapeur. Cependant, le fromage et les garnitures vibrent légèrement comme une crampe musculaire sévère. Si un humain tente de toucher ou de ramasser la pizza vivante, ou s'en approche trop, il saute sur ladite personne et s'enclenche comme une ventouse, généralement sur le visage ou la main. Cette première attaque alerte les pizzas vivantes à proximité qui entrent alors en action et s'enclenchent également. S'il y en a suffisamment dans le voisinage immédiat,
Une seule pizza vivante attaquante peut entraîner l'enterrement d'une cible dans de grandes piles d'autres pizzas vivantes. Ces entités commenceront alors à convertir leur cible en matériaux de pizza et à créer de nouvelles pizzas vivantes avec la nouvelle masse. Ce processus prend généralement plusieurs heures, et les pizzas vivantes sont les plus vulnérables au cours de ce processus. Une fois que la cible est complètement réutilisée, les pizzas vivantes originales et les nouvelles pizzas vivantes se disperseront ou retourneront à leur position originale, rampant comme des limaces. Si aucun humain ne vient pour attaquer les pizzas vivantes pendant une période prolongée, ces entités subiront un processus pour mieux se disperser à la recherche de cibles. Pendant environ 3 heures, une pizza vivante affamée se divisera en 2 individus identiques reflétant la mitose des cellules. Une fois la division de la pizza vivante terminée, les 2 nouvelles entités s'éloigneront pour trouver de nouvelles zones à habiter. Les monticules. Si un voyageur ou une autre entité parvient à maîtriser et à tuer une pizza vivante, cela peut sembler être une source de nourriture constante. Cependant, si une pizza vivante est tuée et ou mangée, l'ingestion de la partie d'une pizza vivante peut s'avérer mortelle car leur matière même est infectieuse pour la peau vivante. Les parties consommées d'une pizza vivante réagissent à l'acide dans l'estomac d'un voyageur, s'incrustant dans sa doublure, de petits fils de fromage se faufilant dans les glandes gastriques où ils trouvent ensuite un capillaire et le poignardent. Une fois que cela se produit, les fils de fromage libèrent une protéine inconnue qui se lie à l'ADN, ce qui convertit le voyageur en monticule. Pendant 1 mois, un voyageur qui a mangé une pizza vivante va se transformer en monticule, une masse amorphe de pâtes, de fromage fondu, de sauce tomate et de garnitures diverses. Les garnitures d'un monticule individuel dépendront des garnitures de la pizza vivante qui a volontairement donné naissance à ce monticule. Pour des raisons inconnues, si la masse d'un monticule est consommée, elle ne provoquera pas d'infection, contrairement aux pizzas vivantes qui sont des chasseurs d'embuscades. Les monticules sont des entités très actives et chassent des proies prenant une forme humanoïde lorsqu'ils sont à leur poursuite. Cependant, les monticules n'attaqueront pas toujours d'autres entités à vue, car ils resteront dans un mode d'activité faible pendant de longues périodes. Pendant ces périodes de faible activité, les monticules sont placides et tolèrent même les manipulations. Comme les pizzas vivantes, les monticules fusionnent avec leur proie mais pour des raisons différentes. Alors que les pizzas vivantes le font pour se propager, les monticules les ajoutent à leur masse, devenant plus gros et plus lourds à mesure qu'ils le font. Cependant, il existe une limite supérieure à la taille d'un monticule, qui est généralement d'environ 1 tonne. Par conséquent, les monticules qui atteignent la limite supérieure en termes de poids peuvent couvrir de vastes zones du niveau 458 avec leur masse. Une fois cette limite atteinte, le monticule se divisera en de nombreuses pizzas vivantes qui se disperseront peu de temps après leur formation. La misa. Bien que le processus de division d'une pizza vivante se déroule généralement normalement, il y a des occasions où ce processus est défectueux d'une manière ou d'une autre ou interrompu par une force extérieure. Vomir sur une pizza vivante qui se divise est le moyen le plus rapide d'interrompre ou de ruiner le processus. Lorsque ce processus est ruiné de cette manière, les bulles de croûte et des garnitures placées dans des endroits anormaux se forment. Ces individus aberrantes, malgré leur affliction, continueront de vivre une vie normale, leur infliction étant guérie après avoir consommé un voyageur. Cependant, avec suffisamment de temps sans se nourrir, l'infection culmine dans une pizza vivante affectée qui ne divise pas correctement. Au début, cela se traduit par 2 pizzas vivantes individuellement collées ensemble. L'entité continuera à tenter de se diviser, mais ne fera que générer plus d'individus qui s'y colleront. Cela se traduit par la création d'une toute nouvelle entité. Alors que les Amizas ne vivent que jusqu'à 1 mois, ils grandissent rapidement et peuvent couvrir de vastes zones du niveau 458. Ces créatures sont aveugles et attaqueront tout ce qui se trouve à proximité immédiate, assimilant la masse d'entités qu'elles attrapent dans les leurs. Ils accumulent également de la chaleur et cette propriété peut faire chauffer les Amizas à des températures d'ébullition ou même de combustion, les plus grandes Amizas mettant le feu à leur environnement simplement en le touchant. Cette augmentation de chaleur est également corrélée à la durée de vie d'une Amiza. Les individus approchant de leur fin de vie mettant le feu au papier simplement en s'en approchant à moins de 5 pieds. Mis à part cela, les Amizas ne présentent aucun autre signe de vieillissement mais meurent soudainement, signalé par un arrêt quasi instantané de la croissance ou du mouvement. La forme de l'Amiza morte se détache des plafonds et des murs et s'effondre en un seul gros tas. En raison de leur grande taille et de l'accumulation de chaleur tout au long de leur vie, les Amizas mortes prendront spontanément feu dans des zones aléatoires. Ces incendies étant plus fréquents au centre, les cadavres de ces entités brûleront et se décomposeront en rien après une période de 6 mois. On sait que très peu de choses sur la tranche géante, mais il est théorisé qu'il se propage en tout le niveau 458 à l'intérieur de ses murs, plafonds et sols. Les signes d'activité de la tranche géante consistent en un tremblement du sol, des parties du niveau gonflant de manière inattendue et des fissures dans le sol, les murs et le plafond qui sont recouverts d'une fine couche de liquide jaunâtre. Si l'on se tient près des fissures susmentionnées pendant une période suffisamment longue, une vrille de fromage bouillant, de sauce tomate, de matière végétale et de tissu musculaire animal sortira du trou et attaquera. La vrille s'égoutte du même liquide jaune qui entoure les fissures. À une température bouillante, la cible est entraînée dans la fissure.
Aucun voyageur tiré dans la fissure n'a jamais été revu. Les survivants de ces attaques se retrouvent avec de graves brûlures et se retrouvent généralement couverts du même liquide qui tapisse les fissures. Laver ce liquide de son corps prend des heures d'effort et de frottement constant, le liquide se solidifiant lentement et se décollant au contact de l'eau. Il existe 4 façons connues de quitter le niveau 458. Si quelqu'un trouve un couloir avec de la peinture bleue dégoulinant du plafond, il peut marcher tout le long du couloir jusqu'à ce qu'il trouve une porte recouverte de la même peinture. Franchir cette porte mènera à une zone bleue au niveau 255. Entrer par effraction dans une salle de bain verrouillée avec le mot occupé gravé sur la porte vous amènera au niveau 189. Se clipser dans un miroir dans les toilettes vous amènera au niveau 696. Marcher assez profondément dans un placard complètement sombre vous amènera au niveau 64. Le niveau 32 est une forêt toujours sombre qui s'étend à l'infini sur le regard sans yeux d'un croissant de lune et d'un ciel sans étoiles. Un certain nombre de squelettes se suspendus aux arbres qui composent le niveau, leurs opales brillant sous le clair de lune, claquant sous le vent. Certains disent qu'ils peuvent entendre les squelettes parler. Parfois, ils parlent de leur vie antérieure ou de prophéties à venir. Ou peut-être est-ce simplement le vent qui siffle dans leur crâne, créant l'illusion qu'une vie existe encore derrière leurs yeux morts. Mis à part les squelettes, une seule entité parcourt le niveau, l'un étant sous 2 formes. Sa première forme est celle de The Belle, une femme pâle aux cheveux noirs qui apparaît dans une longue robe victorienne orange et une peinture faciale squelettique. The Belle ne parle pas, mais elle invite les voyageurs à la suivre, comme une sirène qui attire sa proie. Si les voyageurs la poursuivent jusqu'à ce qu'ils se perdent de vue, ils tomberont rapidement sur son autre forme, la reine squelettique. La reine squelettique est une grande silhouette squelettique qui porte une robe noire en lambeaux. Elle est une créature puissante et semble avoir un contrôle presque total sur son domaine. Si vous la traitez avec respect, elle peut vous laisser partir, mais si vous ne le faites pas, elle ordonnera aux arbres de vous arracher membre par membre en 1 seconde. Au pire, elle peut jouer avec vous, vous laissant courir, vous laissant penser que vous avez une chance de vous échapper jusqu'à ce que vous ne puissiez plus courir, et elle force le sol lui-même à vous engloutir, ne laissant pas un seul os dans votre sillage. Un fait assez troublant concernant son niveau, c'est que certains voyageurs ont déclaré être arrivés dans ce niveau directement depuis les front rooms. Si vous voulez le quitter d'ailleurs ce niveau, il n'y a qu'une seule chose à faire, vous allez rencontrer la reine squelettique elle-même, et à ce moment-là, votre destin est entre ses mains. Ceux qui ont été libérés par la reine squelettique se retrouvent à se réveiller dans une autre forêt des backrooms, comme si tout ce qu'ils avaient traversé n'était qu'un cauchemar. Mais ce n'est pas un rêve. Un seul voyageur parcourt une forêt brumeuse à la recherche du domaine de la reine squelette. Elle n'est pas la première à rechercher intentionnellement la forêt abandonnée, mais très peu sont venus avant elle, car personne de sensé ne risquerait un tel sort que ceux qui sont devenus la proie de la reine squelette. Peut-être qu'elle n'est pas dans son bon sens, c'est peut-être ce qui lui permet de continuer. Elle est forgée de chagrin. Des larmes coulent perpétuellement sur ses joues, car elle ne peut échapper au souvenir de celui dont elle ne peut supporter de vivre sans. Ou peut-être elle est dans son bon sens. La perte de l'amour de sa vie n'a servi qu'à lui faire comprendre où se situent vraiment ses priorités, pour lui faire comprendre qu'il y a des choses plus importantes que sa courte vie. Certaines personnes plus importantes pour elle qu'elle-même. Elle voit un squelette pendu à l'arbre devant elle. Comme la première étoile a marqué le crépuscule, elle est rapidement rejointe par d'autres. Des centaines de squelettes bordant les arbres à sa vue. Elle continue sa promenade. Un doux craquement de feuilles la réveille de sa transe, alors qu'elle voit une silhouette vêtue d'une robe orange devant elle. Le personnage tourne et court dans la nuit. Elle suit jusqu'à ce que la silhouette soit hors de vue et se prépare pour la réunion qui est sur le point de commencer. Ah, une martyre, dit une voix profonde et féminine sortant de la bouche d'un squelette habillé qui la domine. Elle s'agenouille, sachant qu'elle doit faire très attention si elle veut ne pas mourir sans obtenir ce qu'elle veut. Comme c'est respectueux. Dit la reine squelette. Dis-moi, est-ce que tu entends les hommes chantant sur les arbres? Une étrange question. Elle écoute attentivement mais n'entend que le vent qui siffle dans les branches. Elle essaye de se lever mais constate qu'elle ne peut pas bouger de sa position à plat ventre. La reine squelette la tenant en place alors qu'elle attend une réponse. Ah non! S'étouffe-t-elle. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils racontent des histoires de dieux morts qui viennent à la vie, d'impératrices qui tombent, de déchirures et de déchirures dans le tissu qui relie notre monde au suivant et au précédent. Ils parlent d'une nouvelle ère, une extraction et une renaissance. Mais tu t'en fous de tout ça, n'est-ce pas?
Elle hoche la tête en silence, enfin autorisée à se lever. Alors pourquoi es-tu ici? Demande la reine. Je veux faire un marché pour la vie d'un autre. Et qu'est-ce que vous avez à troquer? Ma propre vie. Non, pas seulement ma vie, mais mon âme. Écoute, Si tu ramènes mon amour à la vie, je te donnerai à la fois ma vie et mon âme. Je te servirai dans cette vie et la suivante. l'amour, bien sûr, l'amour nous fait faire des bêtises, n'est-ce pas? Et pourtant j'étais à ta place une fois il y a si longtemps, un souvenir lointain. Alors, je vais accéder à ta demande. Merci. Et tandis que les racines s'élèvent du sol pour la tirer vers le bas dans le monde entier, un autre se fraye un chemin hors d'une tombe peu profonde. Une bougie dont une éteinte est rallumée, alors que son âme est liée à la masse noueuse de la terre et de racines qui composent ce plan, l'ensevenir dans l'infinité des ténèbres. Et pour la première fois depuis sa disparition, elle est heureuse. Le niveau 127 est le 128e niveau des backrooms. Le niveau 127 est composé de séries de couloirs et de pièces. Les murs du niveau 127 sont soit en contreplaqué, soit en parpaing. Ces murs sont recouverts d'une substance qui a ensuite été identifiée comme étant des liquides et des tissus corporels humains, ainsi que d'autres substances. Tandis que les sols sont construits en béton ou en tuiles selon les pièces dans lesquelles se trouve un voyageur, est également recouverte de cette substance ou d'une substance similaire, tandis que le sol est soit construit en béton ou en tuiles selon la pièce dans laquelle se trouve le voyageur, et sera toujours recouvert de cette même substance ou d'une substance similaire parallèlement à celui du niveau 127. Le niveau 127 a été décrit comme sentant le poisson et la viande pourrie. Des tuyaux en argent traversent chaque pièce et couloir à travers les plafonds. Bien que ces tuyaux varient en taille, ils sont généralement complètement vides, à l'exception d'un blob humain, essayant occasionnellement de le traverser. Ces tuyaux, lorsqu'ils sont vides, peuvent être utilisés pour créer des armes et ou des outils pour aider à se défendre contre les entités natives à ce niveau. Des structures telles que des chauffe-eau domestiques, des fournaises et des radiateurs se trouvent tout au niveau 127. Ces structures sont assez courantes à ce niveau et sont installées dans presque toutes les pièces et tous les halls. Ils sont anormalement alimentés et ne peuvent pas être éteints. Si elle est détruite, une instance de l'une de ces structures se réparera rapidement une fois hors de la vue d'un vagabond. Peu importe à quel point elle a pu être endommagée. De plus, ces structures ne peuvent en aucun cas être infectées par la chaleur produite. Ce niveau partage des attributs communs avec le niveau 2, en produisant une chaleur mortelle au fil du temps. Les principaux responsables de la production de chaleur sont les structures susmentionnées. Ils produisent une chaleur pouvant atteindre environ 93 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre la peau, et les corps humains ont une entité semblable à une goutte. Cette chaleur continuera à grimper pendant le temps qu'un voyageur se trouve dans ce niveau. Cependant, si plusieurs voyageurs entrent au niveau 127, la chaleur grimpera à des rythmes différents pour chaque individu. Les entités dans ce niveau ont été décrites comme un blob humain ou un amalgame humain charnu. Nommé à juste titre blob humain. Ces entités peuvent être trouvées en abondance tout au long du niveau 127. Des blobs humains peuvent être entendus sanglanter et gémir tout en traversant sans fin les tuyaux et les couloirs du niveau. Lorsque le contact est établi avec les entités, elles causeront de graves brûlures et des cloques sur la peau du voyageur. Lors d'un nouveau contact, le voyageur brûlera en flammes, le transformant plus tard en blob humain. Cependant, les blobs humains n'ont généralement pas été vus agresser les voyageurs, mais plutôt tenter de demander de l'aide et de la miséricorde au niveau. Bien que dans certains cas, ils puissent devenir agressifs pour des causes encore inconnues. Les entités natives du niveau 127, communément appelées blobs humains, sont des créatures vaguement humanoïdes qui ressemblent à une goutte charnue ou un chewing-gum, et parcourent sans cesse le niveau 127 dans l'espoir de s'échapper. Les blobs humains communiquent par une série de bruits et de gargouillis, de pleurs, de gémissements et de tout. Cependant, les mots de la langue passée du blob humain peuvent être compris en de rares occasions. Les blobs humains ont tendance à errer dans le niveau 127 dans l'espoir de s'en échapper, en voyageant à travers des tuyaux d'argent, en entrant dans les fours et les radiateurs et en essayant de pénétrer dans les fissures des murs. C'est toujours un échec à cause de tous ces endroits qui mèneront à nulle part. Lors d'une errance au niveau 127, on peut entendre des blobs humains faire des bruits dans l'espoir d'attirer l'attention des voyageurs, pour obtenir de l'aide. Mais pour les voyageurs, cela ressemble souvent à des bruits aléatoires. Si un blob humain repère un voyageur, il glissera, tenta et se tortillera vers le dit voyageur et demandera de l'aide. Des fois, ils ont également tendance à nuire délibérément aux voyageurs dans l'espoir de retrouver leur corps d'origine. Les façons dont les blobs humains attaquent sont enveloppement leur corps autour d'un voyageur, tenter de consommer le voyageur, démembrement,
Après qu'un blob humain a réussi à tuer un voyageur, il grimpera ensuite sur le corps et assimilera la carcasse pour obtenir de l'énergie et tenter de retrouver un corps normal. Les blobs humains sont des amalgames humains charnus de leur homologue vivant avec plusieurs membres, organes et visages affichés dans différentes régions du corps. Il a noté que la plupart de ces membres, visages et organes fonctionnent pleinement et n'ont pas de limite à leur fonctionnalité. Quel que soit le nombre de structures corporelles, les blobs humains portent un minimum de poils et de peau sur leur surface, bien que leurs poils et leur peau se trouvent souvent à l'intérieur. L'immense chaleur au niveau 127 donne à l'extérieur et à l'intérieur charnu des blobs humains une température mortelle. Le contact avec son extérieur inflige instantanément plusieurs brûlures du 3e degré et furoncle. L'extérieur d'un blob humain secrète une substance huileuse et brune et translucide, et qui bout lorsqu'elle est sécrétée. Cela contribue à l'effet nocif au toucher. De plus, ce liquide a tendance à rester sur la peau du voyageur jusqu'à ce qu'il soit lavé. Cela cause plus de mal plus il reste longtemps sur la peau. Ces entités produisent une odeur piquante qui rappelle celle du poisson pourri et rance. Cette odeur peut être sortie dans tout le niveau 127. L'odeur est si piquante que peu importe l'air respiratoire qu'un voyageur porte, cette odeur peut toujours être sentie à travers elle. Cette odeur a été étudiée pour avoir une densité de vapeur élevée, ce qui rend l'intégralité du niveau 127 humide. Le liquide qui peut être trouvé dans ces condensations est le même liquide qui est sécrété par les blobs humains. Ce qu'il faut faire, c'est les ignorer, attaquer que si vous êtes attaqué, éviter les tuyaux bombés. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est les toucher, répondre à leur bruit, consommer leur carcasse et de ne pas être assez discret. Pour quitter le niveau 127, un voyageur doit trouver un couloir équipé de plusieurs ensembles de fours crématoires. Après avoir trouvé ce couloir, le voyageur doit grimper dans l'un de ces fours. Cela vous ramènera au niveau 2 ou au niveau 90. Le niveau 600 est le 601e niveau des backrooms. Il a été découvert le 26 novembre 2020. Le niveau 600 est un niveau vide. Il est impossible à trouver et à accéder et a été surnommé un espace vide. Le niveau 600 est un non-zone. Il n'est pas accessible et est un espace composé d'absolument rien entre le niveau 599 et le niveau 601. Et son existence n'a été découverte que par des expériences. Liminal Or. Safe, habitable, avec des colonies établies. La scène-01.1 est une scène classée à des dev rooms. Elle a été découverte le 31 août 1987. Scène-01.1 est un vaste éventail de villes interconnectées avec des routes qui traversent un vaste paysage montagneux. Mise en page et effet, la scène-01.1 est composée de 2 zones principales de grandes villes animées qui présentent des similitudes avec la scène-01.2 et de grandes villes étendues de forêts montagneuses qui séparent les villes. Les villes sont dépourvues d'entités, à la seule exception des voitures intelligentes qui roulent de leur propre gré. Elles ne possèdent aucune qualité humaine et ne conduisent le long de la route que de manière pacifique en respectant les lois de la sécurité routière. Bien que l'intérieur des bâtiments ressemble aux structures existantes dans le monde réel, ils sont tous non meublés et vides, bien que divers habitants aient apporté des meubles d'autres scènes et ayant installé des maisons, de nombreux bâtiments sont encore vides. Il a été démontré que la pièce occasionnelle affichait des propriétés non euclidiennes. Ces pièces sont clairement signalées comme étant non euclidiennes et ne présentent aucun danger en y entrant. Les forêts de la scène-01.1 se déroulent le long de paysages montagneux. Les forêts sont épaisses d'arbres mais n'abritent ni faune ni insectes. Les rivières peuvent être trouvées à l'intérieur des forêts, mais elles n'ont toutes ni début ni fin. Les rivières ne forment jamais de rapides et sont considérées comme sûres pour la baignade et la consommation. Les routes ne suivent aucun chemin direct et serpenteront au hasard dans les montagnes et le paysage. On peut souvent trouver de simples ponts en béton qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, allant d'un sommet de montagne à un autre. Les entités de voitures peuvent également être trouvées ici, mais elles sont moins courantes dans les forêts. Il y a une civilisation ici de plus de 100 membres. Ils résident dans un grand hôtel nommé The Queen Voyage. Ils aident les autres voyageurs de la scène à s'installer dans la scène-01.1. La scène-01.1 résident, c'est le nom générique pour les civils qui vivent dans la ville de la scène 01.1. La convivialité peut varier d'une personne à l'autre. On sait qu'il y a au moins 1000 personnes dans chaque ville. La scène-01.1 campeur, le terme générique pour les civils qui résident dans les forêts de la scène-01.1. La convivialité peut varier d'une personne à l'autre. Chaque camping compte de 2 à 15 membres. Le nombre exact de camps est inconnu, mais il est confirmé qu'il se compte par centaines. On peut accéder à la scène-01.1
à partir de la scène-01.5, en nous clippant dans l'un des arbres de la scène. Alternativement, dans la scène-00.8, vous pouvez trouver des illustrations qui ressemblent à une carte postale. Toucher cela de quelque manière que ce soit vous transportera à la scène-01.1. Cependant, il est également connu que vous pouvez vous retrouver dans la scène-01.1 lorsque vous entrez dans la Dev Room depuis le monde réel. Et ceci est la raison de pourquoi tant de gens résident et finissent ici. La scène-01.1 a de nombreuses sorties vers la scène-01.2 dans les villes et scène-01.5, ainsi que scène-01.4 depuis les forêts. Putain, encore cette page stupide. Si quelqu'un essaye de nous faire une blague, haha, non mais sérieusement arrêtez. Donc, j'ai finalement eu une réponse à quelqu'un sur mes messages. Enfin, quelqu'un pense que les 2 niveaux secrets que nous avons trouvés sont les restes de cet ancien article qui vient de paraître sur ces pages. Elle dit que le niveau s'est cassé et qu'il est juste tombé de la liste des niveaux, ou quelque chose du genre. C'est logique, je suppose, mais je veux toujours savoir qui a mis cette merde sur ce système. Ce n'était pas là il y a 2 semaines, bordel de merde. Pourtant, je croirais Joss. Je n'ai rien d'autre à croire. Nous avons décidé d'enquêter sur les affirmations de Mélodie, et nous avons trouvé quelque chose à l'heure actuelle. C'est le seul souvenir intact de ce mémorijard, mais c'est sûrement quelque chose que nous garderons ces informations classées pour l'instant, uniquement pour le bien des gens. On discutera de tout ça une prochaine fois, je vous rassure. Pour le moment, ces informations resteront classifiées. Le niveau 108 est le 109e niveau des backrooms. Il s'agit d'un complexe de cylindres creux comportant des intervalles en béton à l'intérieur de chaque spire. Chaque spire est traversé par de nombreux couloirs. Le niveau 108 est une succession de cavités cylindriques dont les périmètres intérieurs sont bordés de fenêtres. Il y a 44 fenêtres à chaque étage. Le sol des spires est fait du même béton que les murs et le sommet offre une vue du ciel. Entre chacun de ces cylindres se trouvent de nombreux couloirs, qui suivent tous un modèle en forme de dièse, ainsi que des couloirs courbés, contournant les fenêtres depuis l'intérieur. Les couloirs sont extrêmement sombres et il arrive que de gros objets bloquent le passage, allant d'objets comme du cadre de lit au camion. On ne sait pas comment ces objets sont arrivés ici, mais on pense qu'ils ont no clip dans les backrooms. Pour des raisons inconnues, il est impossible de déplacer ces gros objets. Même le plus léger de ces objets ont été notés comme étant plus lourds qu'un train. Tous les couloirs, à l'exception de ceux adjacents aux fenêtres, sont extrêmement sombres. Seules quelques lampes suspendues ne font qu'éclairer ce qui se trouve en dessous. L'éclairage de ce niveau est assez similaire à celui du niveau 6. Au centre des différents spires existent des méthodes permettant de monter et de descendre les étages du niveau 108. Les méthodes les plus courantes sont les ascenseurs et les escaliers, mais il serait également question de rappels ou de cordes, de murs d'escalade et même de colonnes d'eau flottante. Ce niveau n'a pas d'entité naturelle, à l'exception des wedges. Il y a également très peu de bruit perceptible dans tout le niveau. Les bruits de pas, les lumières, les ascenseurs et les bruits de fenêtres sont tous extrêmement étouffés et discrets. Cet effet rend le niveau désorientant et peut souvent mener à la démence. Le groupe truck est un petit groupe de personnes vivant à côté d'un grand semi-remorque. Ils sont prêts à discuter et à échanger et sont très amicaux. Ils prétendent avoir fait partie d'un groupe plus important se trouvant au niveau 6. Beaucoup de leurs membres ont péri, mais quelques-uns ont pu s'échapper au niveau 108 et ont choisi de rester à ce niveau. La base Azu est une équipe d'explorateurs qui s'est séparée du MEG. Ils sont relativement agressifs, se présentant comme la principale menace du niveau 108. Ils traversent le niveau et chassent tous ceux qui le peuvent. Leurs motivations sont inconnues, en raison de leur agressivité rendant la communication impossible. Il y a de nombreuses sorties dans ce niveau. Entrer dans un ascenseur peut parfois vous emmener au niveau 65, bien qu'il y ait des témoignages concernant d'autres niveaux qui ont tous une similitude avec un obstacle bloquant le couloir. Par exemple, une voiture vous amènera au niveau 69, une table de modélisme ferroviaire au niveau 111, et un abri de jardin au niveau 165. Si vous perdez dans les couloirs du niveau 108, vous entrerez dans l'une des boîtes en béton de type 2 du niveau 170. S'enfoncer trop profondément dans le niveau 108 mène parfois au niveau 155. Le niveau 666 est le 667e niveau des backrooms. Il a été découvert le 16 juin 2016 lorsqu'un voyageur a pris une photo d'un signe étrange dans les backrooms et a ensuite rapidement disparu, vraisemblablement mort. Le niveau 666 peut être décrit avec justesse parce que son signe d'entrée l'appelle universellement l'enfer.
Peu importe qui rentre, l'expérience est décrite comme pénible et beaucoup ont disparu dans ses limites. Toute version spécifique du niveau 666 est appelée une manifestation. Bien que le niveau soit décrit comme une difficulté de survie méconnue, cela est uniquement dû à la simple variation que le niveau offre à quiconque qui y rentre. En réalité, ce niveau est généralement une difficulté de survie compris entre 4 ou 5 pour ceux qui y mettent les pieds. Le niveau 666 ne peut pas vraiment être décrit au sens traditionnel, car chaque voyageur qui y rentre dans ses limites a une expérience différente. Pour cette raison, 2 personnes ne peuvent pas exister dans la même manifestation et ne peuvent pas passer dans la manifestation d'un autre individu. Une constante universelle existe entre toutes les manifestations, et c'est la présence d'une signalisation indiquant « Bienvenue en enfer » dans la langue dans laquelle le voyageur parle le plus couramment. Cela prend le plus souvent la forme d'enseignes au néon, de graffitis ou de tapis de bienvenue, s'accordant stylistiquement avec son environnement. Peu importe le niveau de luminosité ou les capacités sensorielles du voyageur, cette signalétique lui est visible. Si le voyageur est analphabète, la signalisation sera toujours prononcée dans sa langue la plus courante. Les voyageurs qui ne connaissent aucune langue, écrite ou parlée, reçoivent à la place un signe visuel indiquant qu'ils sont entrés dans le niveau. Toutes les manifestations du niveau 666 jouent et exploitent constamment les peurs, les vulnérabilités et les insécurités d'un voyageur. Que l'individu soit conscient de ses peurs ou non n'a aucune importance dans la façon dont la manifestation est créée. Les combinaisons de peurs humaines possibles sont théoriquement infinies. Si un voyageur n'a aucun concept de peur, conscient ou subconscient pour une raison quelconque, ne pourra pas rentrer dans le niveau. Même si la combinaison de peurs est la même pour plusieurs voyageurs différents, les manifestations seront toujours différentes entre elles. Il n'y a pas de limite au nombre de manifestations qui peuvent apparaître en simultané, et le nombre de manifestations n'affecte pas la façon dont une est générée. Classification des manifestations. Parce que les manifestations du niveau 666 sont si variées, un guide abrégé pour classer les dangers de votre enfer personnel est utilisé. Les classifications sont divisées en plusieurs catégories et notées à l'aide d'une lettre et d'un chiffre, comme L1 par exemple. Les catégories sont destruction, entité, audio, l'éclairage et santé. Raccourci un acronyme de DILS. D pour destruction. La destruction décrit les dangers physiques et environnementaux d'une manifestation. D0, aucune menace environnementale n'est en jeu. Toutes les terres sont stables sans catastrophe naturelle. La plupart des substances, sinon toutes, peuvent être injectées ou bues sans danger. D1, de légères menaces environnementaux sont en jeu. La Terre est légèrement instable et des catastrophes naturelles peuvent survenir si elles sont provoquées. Une bonne partie des produits chimiques est sans danger, mais procédez avec prudence. D2. Des menaces environnementaux modérées sont en jeu. Le sol peut être inquiétant pour marcher et les catastrophes naturelles sont quelque peu fréquentes. Seulement environ la moitié à un tiers des produits chimiques sont sans danger à ce niveau de destruction. D3. Des menaces environnementaux majeures sont en jeu. Le sol peut céder à tout moment ou même ne pas exister. Et les catastrophes naturelles sont à perte de vue. La majorité des produits chimiques sont dangereux et ne doivent en aucun cas être ingérés. E pour entité. Les entités décrivent la fréquence des entités dans une manifestation. Cette catégorie est fonctionnellement identique au niveau de nombre d'entités dans les classes de survie classiques des backrooms. E0 veut dire dépourvu d'entités. E1 veut dire un nombre minimal d'entités. E2, nombre d'entités faibles. E3, nombre d'entités moyennes. Et E4, infestation d'entités. A pour audio. L'audio décrit le niveau de bruit ambiant dans une manifestation. A0, aucun bruit n'est présent. Pas même le bruit ambiant. Cela peut présenter un risque pour la santé mentale, même si la manifestation n'a pas d'autre risque pour la santé mentale. A1, une petite quantité de bruit ambiant est présente. Cette quantité de bruit est à peu près équivalent à ce que vous pourrez trouver dans les front rooms. A2, une quantité modérée de bruit ambiant est présent. Bien que le bruit à ce niveau ne cause pas de dommages permanents, il s'agit d'une présence constante et ne peut être ignoré par la plupart des voyageurs. A3, une quantité élevée de bruit ambiant est présent. Passer beaucoup de temps à ce niveau entraînera une perte auditive permanente, même si cela ne provoquera aucun autre symptôme. A4, une quantité extrême de bruit ambiant est présent. Le voyageur ne peut pas rester longtemps dans ce niveau, car cela présente le risque d'éclater les tympans et de causer des dommages aux organes internes. L'éclairage décrit la quantité de lumière naturelle dans une manifestation. L0, aucune lumière naturelle n'est présente. Tout ce qui a ce niveau d'éclairage est noir. La santé mentale peut être un problème à ce niveau, car divers processus biologiques contrôlés par la lumière
ne peuvent pas fonctionner correctement. L1. Une petite quantité de lumière naturelle est présente. C'est à peu près équivalent dans l'éclairage des frontrooms la nuit. Les voyageurs ne pourront pas bien voir à ce niveau d'éclairage, mais la plupart des créatures qui ont une bonne vision nocturne peuvent très bien voir. L2. Une quantité moyenne de lumière naturelle est présente. C'est à peu près l'équivalent de l'éclairage des frontrooms pendant la journée. L3. Une grande quantité de lumière naturelle est présente. Rester à ce niveau d'éclairage est douloureux pour la plupart et peut causer des dommages permanents à la vision s'il reste longtemps. L4. Une quantité aveuglante de lumière naturelle est présente. Il est presque impossible de voir à ce niveau et peut causer rapidement des dommages permanents à la vision et la cécité. S pour santé mentale. La santé mentale décrit le danger mental d'une manifestation. C'est quelque chose qui peut seulement être compté lorsqu'il ne peut pas être expliqué par une meilleure catégorie. Comme le manque de bruit en A0, les conditions mentales existantes ne comptent pas non plus pour le niveau de santé mentale. S0, il n'y a pas de menace mentale anormale dans la manifestation. S1, il y a de faibles quantités de menaces mentales anormales dans la manifestation. Les symptômes d'hypnomanie ou de dysthymie sont des exemples de menaces S1. Aucune forme anormale de psychose ne se produit à ce niveau de santé mentale. S2, il y a une quantité modérée de menaces mentales anormales. Les symptômes de manie ou de dépression sont des exemples de menaces S2. Des idées délirantes et des hallucinations auditives peuvent survenir à ce niveau de santé mentale. S3, il y a une grande quantité de menaces mentales anormales dans la manifestation. Une psychose à part entière avec des symptômes d'hallucination dans tous les sens se produit presque toujours à ce niveau de santé mentale. Rester trop longtemps à ce niveau provoque généralement des dommages psychologiques permanents. Manifestations enregistrées. Cette section contient seulement 3 manifestations bien documentées. La manifestation numéro 1. Contexte. Le voyageur dans cette manifestation avait une peur mortelle des araignées et de l'obscurité. Le classement du DILS. D1, E4, A1, L0, S0. Point d'entrée. Niveau 8. Le voyageur aurait touché une araignée avant d'être soudainement transporté au niveau 666. Signalisation. Une grande toile d'araignée avec le mot « Bienvenue en enfer » tissé dessus a été aperçue à l'entrée. Description. Cette manifestation est presque identique au niveau 8. La principale différence étant que les araignées vivaient dans une structure hautement eusociale. De l'eau de noix de cajou coulait des stalactiques au lieu de l'eau d'amande. Résultat, le voyageur est tombé à travers le sol et s'est retrouvé au niveau 9 avant d'atteindre le niveau 11 et de vivre pour raconter l'histoire. Manifestation numéro 2. Contexte. Le voyageur dans cette manifestation a fait mourir un membre de sa famille proche dans un accident de voiture avant d'entrer dans les backrooms, ce qui l'a marqué. Classement du DILS. D2, E1, A3, L2, S1. Point d'entrée. Niveau 80. Le voyageur est entré via le point d'entrée universel du niveau. Signalisation. La signalisation caractéristique du point d'entrée universel était présente. Description. La manifestation consistait en une route accidentée et chaoteuse, mais quelque peu différente de la route que le voyageur venait de parcourir. Le ciel était rouge au lieu de son bleu habituel. Le voyageur était au siège du conducteur et parlait à un fonctionnaire du MEG qui était à l'extérieur du niveau par la radio. Le membre de la famille décédé dans l'accident de voiture est également monté à bord de la voiture sur le siège arrière. Présumé être une entité, la voiture ne pouvait pas être arrêtée, peu importe ce qui était fait pour la ralentir. De résultat, après environ 5 minutes de conduite, le terrain sur lequel le voyageur roulait a complètement disparu. La voiture est tombée sur environ 300 pieds avant d'entrer en collision avec le sol, tuant le voyageur à l'impact. La manifestation numéro 3. Contexte. Le voyageur dans cette manifestation était profondément religieux et avait peur de ce qui pouvait arriver dans l'au-delà. Il accordait également la priorité à la liberté et avait peur de ce qui se passait si elle leur était retirée. Classement du DILS. D1, E1, AA, L3, S3. Point d'entrée. Le point d'entrée utilisé pour entrer dans cette manifestation est inconnu. Bienvenue en enfer figurait en bonne place sur ce qui semblait être les portes du paradis dans le cadre des portes elles-mêmes. Description. Cette manifestation ressemblait à une forme stéréotypée du ciel, avec des nuages comme terrain et une lumière vive tout autour. Seuls 2 vrais êtres vivants existaient, étant le voyageur et une entité inconnue. Toutes les autres figures humanoïdes dans la zone, apparemment bondées, ont été des hallucinations. Résultat, après 2 mois d'habitation, le voyageur a été tué par l'entité via un coup de foudre. Les responsables du MEG ont été informés après que l'entité a diffusé les informations présentes dans cette documentation de la manifestation. L'entité a déclaré que le voyageur avait péché sans répit et devait les sortir de la misère.
Un bref point sur les entrées. À part le niveau 80 et le niveau 105 qui semblent être des entrées naturelles à ce niveau, il n'est pas possible de créer une liste jusqu'à présent, car le nombre théorique d'entrées est infini et différent pour chaque personne. On peut également noter qu'il est impossible d'entrer dans ce niveau pendant une semaine après avoir visité le niveau 60, et cet effet semble s'affaiblir plus vous passez de temps sans revenir dans ce niveau, revenant à un taux normal après 6 mois. En ce qui concerne les sorties, il semble en avoir une pour le niveau 60. Le moyen le plus fiable de sortir est d'effectuer The Mountain King Ritual et d'y survivre. Vous serez alors emmené au niveau 60 une fois le rituel terminé. D'autres sorties universelles ont été terrorisées pour exister, mais elles n'ont pas été trouvées ou confirmées.